Voilà, bonjour, mesdames, messieurs. Je suis heureux de vous retrouver pour cette série de conférences qui va donner mon ancien collègue de Lausanne, Jörg Stolz. Donc on se connaît depuis longtemps. C'est même moi, quand j'étais doyen, qui a contribué, qu'il a été nommé à Lausanne. Donc d'abord, vous pouvez vous poser la question pourquoi la chaire de milieu biblique s'intéresse à la sécularisation. Je pense en effet, ce qui caractérise le Collège de France, c'est justement des intérêts un peu transdisciplinaires, et nous avons en effet souvent travaillé ensemble aussi sur Max Weber et d'autres sujets qui peuvent intéresser la sociologie, plus particulièrement la sociologie des religions et les études bibliques. Donc le professeur Stolz est donc professeur de sociologie de religion à l'université de Lausanne. Vous trouvez sa liste de publications qui est très, très vaste sur le site du Collège de France ou de l'université de Lausanne. Il s'est beaucoup occupé en fait de ce phénomène de sécularisation, la perte d'influence des religions établies, ce qui ne signifie pas forcément une perte de quête de religiosité. Donc il a travaillé avec son équipe sur la baisse de fréquentation des églises, notamment des églises réformées en Suisse, mais en même temps aussi de la montée des églises dites évangéliques, fondamentalistes. Donc c'est un peu un double mouvement. Et plus récemment, donc justement, il s'est intéressé à ce phénomène donc, de la sécularisation dans un cadre plus large, donc européen. Il a aussi travaillé sur la difficulté d'accueillir l'autre, les étrangers. Donc il a écrit un livre sur cette question également. Et un livre paru en 2014, c'est sur religion et spiritualité à l'ère de l'ego, profit de l'institutionnel, de l'alternative, du distancié et du séculier. Voilà, donc il va donc nous donner 4 cours ici au Collège de France. Donc le premier cours, qui est une sorte d'introduction aujourd'hui, c'est les théories de la modernisation et de la sécularisation, et vous avez la suite sur le programme que vous pouvez consulter. Donc je vous dis déjà, la semaine prochaine, M. Stolz ne donnera pas de cours. Par contre, j'aurai un autre invité dont je vous dirai 2 mots peut-être à la fin de cette séance. Voilà, je te donne la parole et nous sommes impatients de t'entendre. Mesdames et messieurs, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Donc je suis très heureux et honoré de pouvoir vous donner 4 leçons sur le thème la sécularisation, exception européenne ou processus mondial. Je remercie le professeur Römer pour l'invitation et je vous remercie tous pour votre intérêt. Je précise que le professeur Römer et moi avons écrit un petit article sur le thème, mais ici je vais beaucoup plus étayer le propos et vous donner beaucoup plus de matériel. Cet article sera aussi publié dans un recueil appelé « Inventer l'Europe », édité par la professeure Samantha Besson. Je me rappelle encore de participer à une conférence en sociologie des religions il y a à peu près 30 ans. J'étais jeune, quand un débat houleux avait lieu entre des défenseurs de la théorie de la sécularisation et des adeptes de la théorie de l'individualisation du religieux. Les premiers, les adeptes de la théorie de la sécularisation disaient que la religion disparaissait du monde, tandis que les deuxièmes critiquaient les premiers comme conservateurs, démodés, voire réactionnaires. Et je me souviens très bien à quel point j'étais à la fois fasciné et effrayé par le débat. Fasciné parce que c'était tellement intéressant de voir à quel point ces personnes étaient passionnées par une question sans intérêt immédiat. Et un peu effrayé parce que je sentais que je devais décider dans quel camp j'étais. Étais-je un défenseur de la théorie de la sécularisation? Je pensais bien que les églises perdaient un peu leurs membres en Suisse. Ou bien étais-je un défenseur de la théorie de l'individualisation? Et
je me suis dit, si je suis pour ceux qui croient que la sécularisation existe, je pourrais être vu comme démodé ou arriéré, voire réactionnaire. Donc je ne voulais certainement pas faire ça. De l'autre côté, je me suis dit, si je suis avec les individualistes, je le fais seulement parce que je veux être accepté par mes pairs. J'étais perplexe. Puis j'ai eu une idée. Je me suis dit, je suis suisse, je pourrais juste être neutre. Bien sûr que c'est un non-sens. Il ne faut pas choisir nos théories sur la base de nos valeurs politiques. Il ne faut pas choisir nos théories sur la base de ce qui est politiquement correct ou cool ou acceptable. Il faut choisir entre nos théories sur la base de est-ce qu'ils résistent à la falsification. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ces 4 cours-là. Aujourd'hui donc, 30 ans plus tard, je crois pouvoir partager avec vous un certain nombre d'éclairages et de résultats empiriques qui permettent d'aborder cette question-là qui me troublait il y a 30 ans. Je présenterai mon argumentaire en 4 cours. Aujourd'hui, je présenterai... Est-ce que ça marche? Donc, l'introduction, les théories de la modernisation et de la sécularisation. La prochaine fois, je donnerai quelques données empiriques. Est-ce que l'Europe est une exception ou non? Ça semble aller dans le sens de la théorie de la sécularisation, là. Mais dans le 3e cours, je présenterai des contre-arguments. Il y a plein de contre-arguments, plein de critiques qui ont été faites, et on va regarder ces contre-arguments l'un après l'autre. Et dans le 4e cours, je vous présenterai une nouvelle étude que je suis en train de faire où on utilise un maximum de données pour voir est-ce que peut-être il y a une sécularisation, une transition séculière globale. Passons donc au premier cours. Selon les sociologues de la religion Grace Davy, Peter Berger, Effie Focas ou José Casanova, la sécularisation européenne doit être comprise comme une exception mondiale. Suivant leurs propos, la théorie de la sécularisation souffre d'un important biais eurocentrique. Comme disent-ils, la théorie de la sécularisation a été conçue pour la plupart en Europe, et a été testé presque exclusivement sur des pays européens fortement sécularisés, les chercheurs européens ont eu l'impression erronée que ce qui est vrai pour les pays occidentaux est vrai dans le monde entier et que les pays non européens suivront simplement le modèle européen de sécularisation. Cependant, toujours selon Davy, Berger, Focas et Casanova, cela n'est pas le cas. Au contraire, l'expérience de la sécularisation européenne est en grande partie causée par la combinaison de conditions historiques spécifiques et contingentes qui ne sont pas susceptibles d'être reproduites ailleurs. Vue sous l'angle de la globalité, l'eurosécularité est exceptionnelle puisque la religion dans le reste du monde est florissante. Ainsi, Casanova affirme que, je cite, « D'un point de vue global, depuis la Seconde Guerre mondiale, la plupart des traditions religieuses dans la plupart des régions du monde ont connu une certaine croissance ou maintenu leur vitalité. » Fin citation. À la lumière de cela, les sociologues devraient expliquer le, je cite, « modèle européen frappant de sécularisation ». Fin citation. De même, Davy explique que, je cite, « la situation religieuse en Europe est et restera particulière, voire exceptionnelle, compte tenu des héritages du passé. » Fin citation. Et Berger, Davy et Focas disent, ça c'est un des livres vraiment importants qui argumente dans ce sens-là, il est juste de dire que l'Europe occidentale et centrale est la zone la plus sécularisée au monde. Cela fait tellement partie de la culture européenne que le terme eurosécularité semble approprié. Et ensuite, l'Europe cesse d'être le prototype. Elle n'est pas le modèle pour tout le monde entier. Les modèles de religion trouvés en Europe ne dérivent d'aucune relation nécessaire ou causale entre religion et modernité qui se reproduira ailleurs dans le monde, mais à partir des spécificités de l'histoire européenne évoquées ci-dessus. Donc,
il y aurait une sécularisation selon ces personnes, ces chercheurs, mais elle est exceptionnelle. Ce qu'on voit en Europe reste en Europe, on ne peut pas le généraliser. C'est ça ce qu'ils disent. La question est seulement, est-ce que c'est vrai? Et c'est ça ce qu'on va regarder dans ces 4 cours. Est-ce que c'est vrai? La question centrale que nous allons traiter dans ce cours est donc combien de preuves empiriques y a-t-il pour l'affirmation selon laquelle la sécularisation européenne est exceptionnelle? Combien de preuves? Quelles sont ces preuves et comment les évaluer? C'est ça ce qu'on va faire ensemble. Pour répondre à cette question, il convient d'abord de définir les termes et de clarifier les théories et critiques sous-jacentes. Et c'est ça le thème de la leçon d'aujourd'hui. Regardez ces différents... Donc il y a différentes choses là. Il y a preuve empirique, il y a sécularisation, il y a Europe, il y a exception. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ces termes-là? Nous définissons la sécularisation comme une diminution de l'importance de la religion dans une société donnée au niveau sociétal, organisationnel et individuel. Et vous voyez déjà, si vous définissez la sécularisation, vous devez aussi définir religion. Vous ne pouvez pas parler de sécularisation sans parler de religion. Donc, définissons religion. Et là, on entre dans un nid de vipères ou quelque chose de très, très difficile. On va quand même essayer de le faire. La religion, nous la définissons comme des structures sociales et comportements individuels basés sur l'hypothèse d'entités surnaturelles avec lesquelles une interaction est possible. Des structures sociales et comportements individuels basés sur l'hypothèse d'entités surnaturelles avec lesquelles une interaction est possible. Ainsi, nous disons que la religion a un côté social, incluant des interactions, groupes, milieux, langues, systèmes culturels, mais également un côté individuel, englobant des croyances, pratiques, émotions, identités, valeurs, etc. Le point central de la définition se trouve dans le mot « surnaturel », ici. Dans la plupart des définitions de la religion, on trouve ce mot ou un mot équivalent. Ça peut être transcendant, extraordinaire, sur un autre plan de la réalité, et j'en passe, mais normalement vous trouvez un mot de ce type-là dans une définition de la religion. Cette définition ne veut pas dire ce que la religion est par essence, elle ne prétend pas être la meilleure définition. Pour moi, une définition, de manière générale, une définition est juste un outil, une règle qui nous permet d'inclure certaines choses et d'exclure certaines autres choses, d'inclure les choses sur lesquelles on veut travailler et d'exclure les autres choses sur lesquelles on ne veut pour le moment pas travailler. Il est vraiment important d'avoir une définition de la religion stable, puisque c'est seulement sur cette base-là qu'on peut investiguer la croissance ou décroissance du phénomène. On va voir des exemples avec des personnes qui ne définissent pas clairement, et puis après on verra qu'on ne peut pas vraiment dire quelque chose sur la sécularisation. Évidemment, une telle définition peut être plus ou moins bien adaptée au problème, plus ou moins fructueuse. Utilisant cette définition, nous pouvons maintenant l'appliquer à des exemples et voir comment elle inclut et exclut. Donc, ici, ça c'est religion. Ici en jaune, nous avons le côté social, en rouge le côté individuel, et il y a certaines choses qui sont incluses et d'autres choses qui sont exclues. Donc le shunning, c'est quand on ne parle plus avec une personne, un apostat, quelqu'un qui est sorti du groupe religieux. C'est les Amish par exemple qui pratiquent le shunning, ou les témoins de Jéhovah, ou d'autres groupes. Le shunning est une sanction religieuse, mais donner une amende pour un stationnement fautif n'est pas religieux. Un groupe de prière, selon cette définition, serait religieux, mais un séminaire scientifique, pas. L'islam serait religieux, mais pas le foot. Se sentir rempli du Saint-Esprit serait religieux, mais être amoureux ne serait pas religieux.
Croire en Dieu, religieux. Croire que Trump a été élu, pas religieux. Maintenant, il y a certainement des cas limites. Que dire si un jeune homme dit à sa bien-aimée « Janine, tu es ma religion » ? Nous dirons non. Nous ne voulons pas douter de la sincérité émotionnelle de ce jeune homme, mais nous ne le suivons pas dans sa démarche définitionnelle. Nous dirons là, non, ce n'est pas religieux, ce que ce jeune homme éprouve. Mais que dire d'autres choses ? Par exemple, les alcooliques anonymes. Là, on a clairement un groupe difficile à classer. La vénération extrême d'Elvis, si vous allez à Graceland, difficile à classer. Il y a plein d'autres exemples. Le mindfulness, la religion Star Wars. Je pourrais continuer. Donc, il y a des cas difficiles à classer selon notre définition. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? À mon avis, il faut juste accepter qu'il y a des cas limites. Toute définition qu'on utilise va inclure certaines choses, exclure d'autres choses, et il y aura des cas difficiles, cas limites on pourra préciser les règles, mais ça restera un peu difficile. C'est normal. Notez que ce qui est considéré comme surnaturel ou transcendant dans une société dépend de l'état des connaissances de cette société et change donc avec le temps, alors que les arcs-en-ciel, les tremblements de terre ou la pluie peuvent être vus comme des phénomènes à expliquer en termes surnaturels dans une société, une autre société peut avoir des moyens scientifiques pour expliquer ces phénomènes et ainsi les extraire du domaine surnaturel. Nous devons également dire ce que nous voulons dire par Europe. Les auteurs revendiquant une sécularisation européenne exceptionnelle avaient en tête les pays d'Europe occidentale et centrale, excluant les pays d'Europe orientale comme le Bélarus, la Bulgarie, la Hongrie. Nous les suivrons, mais nous allons aussi regarder ce qu'il en est de l'Europe orientale. Avant de poursuivre, rappelons qu'une exception doit aussi être définie. Qu'est-ce que c'est qu'une exception ? Eh bien, une exception, c'est un phénomène qui ne suit pas une règle. On a une règle, il y a une chose qui est autre, qui ne suit pas la règle, eh bien, on dira que ça, c'est l'exception. Du coup, nous devons dire, mais les défenseurs de l'exceptionnalité européenne et leurs critiques, quelles sont les règles qu'ils utilisent ? Il semblerait que les savants revendiquant une exception européenne supposent une règle très simple qui est la suivante: la religion dans le monde entier reste vitale. L'Europe est séculière, donc c'est une exception. Partout religieux, ça c'est la règle, une exception, l'Europe séculière, c'est exceptionnel. Les théoriciens de la sécularisation qui contestent l'exceptionnalité de l'Europe, par contre, doivent montrer que les niveaux de sécularité des pays européens et non européens obéissent à la même règle. Et cette règle est donnée par la théorie de la sécularisation. En d'autres termes, si la théorie de la sécularisation peut prédire de manière satisfaisante les niveaux et les processus de sécularisation des pays européens et non européens, alors la sécularisation des pays européens n'est pas exceptionnelle. De là, il s'ensuit qu'un problème pour la théorie de la sécularisation peut naître non seulement d'anomalies en Europe, mais aussi de tout autre pays, européen ou non, qui semble mettre en doute la règle supposée par cette théorie. Donc nous allons, dans ce cours, ou dans ces 4 cours, aussi regarder différents pays pour voir si ces pays peuvent être expliqués avec la théorie, avec la règle de la théorie de la sécularisation. Mais qu'est-ce qu'elle dit au fond, cette théorie de la sécularisation ? Quel est le mécanisme central ? Et il est simple. Au fond, la théorie de la sécularisation dit qu'une modernisation croissante conduit à une diminution de l'importance de la religion. Au fond, c'est ça. La modernisation croissante, plus de modernisation, plus de sécularisation, plus de diminution du religieux dans une société.
Cette théorie se base sur les écrits des théoriciens vénérables comme Spencer, Durkheim, Weber. Ces temps-ci, elle est défendue par des chercheurs bien connus comme Brian Wilson, Steve Bruce, David Martin, Karel Doblar ou Detlef Pollack. Ça, je vous ai mis quelques-uns des livres vraiment bien connus de ces auteurs, qui sont tous vraiment des défenseurs de la théorie de la sécularisation. Notons qu'il s'agit d'un groupe certes sympathique, mais néanmoins seulement mâle, blanc et relativement vieux ou déjà décédé. Un groupe donc qui n'est certainement pas cool. Mais rappelons aussi que notre critère de validité n'est pas la coolness, mais la vérité. Donc la question est, est-ce que ce que ces auteurs disent est vrai? Est-ce que cette théorie tient la route si on regarde les preuves empiriques? Évidemment, la théorie de la sécularisation doit aussi préciser ce que l'on entend par modernisation. La modernisation peut être définie comme un processus qui mène les sociétés à un niveau de plus haute complexité technologique, institutionnelle et culturelle. La modernisation technologique se concentre sur le progrès scientifique qui se traduit par des innovations et un savoir-faire technique créant un monde de plus en plus fabriqué et contrôlé par les êtres humains. Ce monde donne lieu à une augmentation sans précédent du revenu disponible, permettant aux gens d'utiliser ces nouveaux instruments de résolution de problèmes. On peut citer par exemple la découverte de la pénicilline, l'électricité, les bactéries, les rayons X, l'invention des horloges, des ordinateurs, d'Internet, les smartphones. Tout ça, c'est dans la modernisation technologique. La modernisation institutionnelle concerne le changement des réglementations et de l'organisation sociale conduisant à la différenciation des sous-sphères sociétales, à la démocratisation et la bureaucratisation. Elle est liée à un processus dans lequel les activités sociales sont classées en systèmes fonctionnels, par exemple les affaires, l'éducation, le droit, la politique, la médecine. Elle mène à une situation dans laquelle les décisions, aux différents niveaux de l'organisation sociale, sont de plus en plus prises et légitimées par les voix des participants, et l'organisation étatique fonctionne de plus en plus selon des règles formelles. La bureaucratie, il y a une règle, puis la règle dépend d'une autre règle qui dépend de la bureaucratie. La modernisation culturelle désigne une évolution sociale qui accepte les idées des Lumières et une vision scientifique du monde. Elle inclut le développement de valeurs individualistes, émancipatrices, égalitaires et démocratiques. Voilà en gros ce que vous trouverez dans ces livres des chercheurs qui prônent la sécularisation et la modernisation. Ils vous vont dire, chacun le dira de manière un peu différente, mais en gros c'est ça ce qu'ils disent. Pourquoi la modernisation devrait-elle conduire à la sécularisation? En général, la modernisation crée des solutions non religieuses aux problèmes de la vie humaine qui semblent plus satisfaisantes que celles proposées par la religion. Ça, c'est l'argument central. Donc, on crée là des solutions séculières qui sont plus agréables, disons, que les solutions religieuses. Une vision du monde rationnel des individus et des groupes substituera donc à long terme les options séculières aux options religieuses. Regardons ça à nouveau pour les trois domaines. La modernisation technologique permet aux humains de résoudre leurs problèmes quotidiens d'une manière technique et non religieuse. Un problème de santé, par exemple, vous pouvez le traiter de manière technique avec la biomédecine. Vous ne devez pas prier ou faire un exorcisme. Vous pouvez toujours prier. Et vous pouvez toujours aller chez un saint catholique. Et tout ça, c'est possible. Mais ça devient moins important puisque vous avez la biomédecine. La modernisation institutionnelle, qui différencie les sphères sociales, rend les sphères non religieuses indépendantes de la religion et réduisent donc l'importance de la religion dans ces domaines.
En outre, l'État peut imposer des réglementations et des institutions neutres sur le plan sacré pour assurer la paix religieuse. Ainsi, l'édit de Nantes de 1598, qui revendiquait la tolérance envers les protestants et leur accordait la pleine citoyenneté dans une France catholique. Ou encore l'idée des droits humains, qui inclut la liberté de religion et de non-religion. L'État peut aussi s'attribuer des domaines de responsabilité qui étaient auparavant pris en charge et contrôlés par des organisations religieuses, l'éducation publique, y compris l'enseignement de l'éthique et de la philosophie, la conduite d'un recensement, les services funéraires, etc. La modernisation culturelle, quant à elle, conduit au déclin du religieux parce qu'elle désigne de nouvelles causes non religieuses pour des phénomènes que la religion expliquait surnaturellement. Par exemple, les catastrophes naturelles ou les maladies. En plus, la modernisation culturelle recherche les contextes de l'histoire des concepts et des écrits religieux, par exemple les méthodes dites historico-critiques, de lecture des textes religieux. La modernisation culturelle a ouvert la voie à une vision scientifique du monde, hostile à toute prétention à la vérité transcendante et prête, du moins en principe, à remettre en question tous les éléments de la vision du monde reçu. Conjugué à des situations croissantes de diversité culturelle, cela engendre une situation dans laquelle des élites puis les masses éprouvent la relativisation de leur conscience et croient de plus en plus difficilement au pouvoir transcendant, tels que les dieux, les anges et les diables. Le fait que nous sommes ici et que le professeur Römer vous parle sans cesse des méthodes historico-critiques est un élément de la modernisation culturelle. C'est permis, c'est possible, on ne va pas mettre le professeur Römer en prison pour dire ces choses-là. C'est la modernisation culturelle. La recherche empirique a montré que la théorie de la sécularisation doit être spécifiée de 5 manières importantes. Donc ce que je vous ai dit là, c'était la théorie de manière générale. Et maintenant, dans les 20 dernières années, on a spécifié cette théorie de 5 manières. Et je vous dis ces 5 manières de spécification. Première chose qu'on a vue, empiriquement, c'est que parmi les dimensions de la modernisation, il ne semble pas y avoir une chose qui est vraiment importante. Il semble que tous les différents éléments de la modernisation ensemble créent la sécularisation. Dans la modernisation, vous avez l'éducation, par exemple, vous avez de moins en moins de risques, vous avez plus de longévité, etc., etc. Il semble que toutes ces choses sont liées à la sécularisation. Deuxième point, la sécularisation ne concerne pas tant les individus, mais les pays. Chose importante, donc ce n'est pas tellement les individus qui se sécularisent, mais c'est des groupes entiers, des nations, des pays qui se sécularisent. Intéressant, et ce n'était pas tellement clair il y a encore 20 ans. Il existe, comme le dit David Vos, une transition séculière comparable à la transition démographique. Les pays religieux amorcent cette transition à un certain moment et la poursuivent jusqu'à ce qu'ils atteignent, après environ 200 ans, un niveau de religiosité très bas. La transition séculière n'est bien sûr pas une loi naturelle. Elle peut être ralentie ou accélérée, mais la régularité globale semble assez robuste. 3. La sécularisation dépend aussi de l'espace religieux culturel. Par exemple, elle diffère en fonction de la confession majoritairement protestante, catholique, orthodoxe ou musulmane. Les pays proches du point de vue patrimonial religieux font la même chose en matière religieuse. Donc, la Suisse romande fait des choses semblables à la France, bien qu'en Suisse romande, on n'est peut-être pas très content des Français. Ou en Suisse alémanique, moi je suis Suisse alémanique, on n'aime pas tellement les Autrichiens, et vice-versa. Mais culturellement, on est extrêmement proches, et en ce qui concerne le religieux, on fait la même chose. 4. La sécularisation n'est pas non plus
le fait d'individus qui perdent leur foi, mais plutôt de générations successives qui perdent leur foi. Une fois la transition séculière amorcée, chaque nouvelle génération se révèle un peu moins religieuse que la précédente. La société devient alors moins religieuse, pas parce que les individus, pendant leur vie, deviennent moins religieuses, mais parce qu'une génération vieille meurt et d'autres générations jeunes naissent et viennent sur le plan. Donc c'est un remplacement de corps qui a lieu et qui crée la sécularisation. 5. La sécularisation n'est pas seulement un processus uniforme et paisible, il y a des contre-mouvements qui sont en effet susceptibles d'apparaître et renforcent temporairement le religieux. Dans les contre-mouvements, je vous donne dans la littérature, on trouve 3 possibilités. Première possibilité, selon Wallace et Bruce, lorsqu'un groupe cherche à repousser d'autres groupes au processus qui sont considérés comme une menace pour son identité culturelle, celui-ci peut mobiliser la religion en tant que marqueur de groupe. Maintenant, en Ukraine, on parle beaucoup que les gens prient et chantent, et donc là, vous voyez cet élément de la défense culturelle. En Irlande, on trouvait ça, en Irlande du Nord, en Pologne. Deuxièmement, toujours contre-mouvement, Wallace et Bruce disent qu'il y a aussi une transition culturelle. Parfois, on trouve que des immigrés deviennent plus religieux qu'ils ne l'étaient dans leur pays d'où ils viennent. Pourquoi ? Eh bien, ils trouvent d'autres immigrés, ils trouvent une communauté et ces groupes religieux peuvent leur donner du capital social pour s'intégrer dans cette société-là. Un mécanisme de transition culturelle. Et finalement, il semble que quand il y a un État défaillant, un État faible, qui ne donne rien à ses habitants, les religions peuvent devenir très fortes parce qu'ils peuvent donner d'un côté une identité et de l'autre côté des biens sociaux. Là, on a plusieurs exemples. Par exemple, en Géorgie, un exemple qu'on va regarder ensemble. Il existe encore une autre spécification, mais elle est fortement débattue et elle concerne la question si la religion est un peu comme du dentifrice. En fait, David Vose et Mark Chaves nous disent que la sécularisation est irréversible. Une fois que le dentifrice, disent-ils, est hors du tube, on n'arrive plus à le remettre. Maintenant, moi, je n'ai jamais essayé de remettre du dentifrice dans un tube. Mais je crois que ce n'est pas impossible. Et franchement, pour le religieux, je ne suis pas si sûr que Vose et Chaves. Et nous allons voir dans ce cours des exemples où le religieux revient, en fait, un peu comme du dentifrice qui est remis dans un tube. On va voir justement, est-ce que ces exemples de retour du religieux, est-ce qu'ils contredisent la sécularisation ou non? Et là, on va voir plein d'exemples. Voilà donc la théorie de la sécularisation, souvent appelée orthodoxe, comme elle se présente aujourd'hui. Là, j'ai fait rapidement, il y a plein de livres, il y a plein de variations, mais en gros, c'est ça, la théorie orthodoxe de la sécularisation. Maintenant, cette théorie-là, elle est tout sauf incontestée. Il y a un débat incroyable autour de cela, et il y a plein de critiques différentes, et on va donc regarder, je vous ferai une liste des critiques les plus importantes, et vous pourrez voir vous-même si vous êtes peut-être plutôt du côté des défenseurs de la théorie de la sécularisation orthodoxe, ou si vous êtes parmi ceux qui la critiquent, et vous pouvez choisir une de ces critiques. La première critique, peut-être la plus connue, a été formulée par Thomas Luckmann dans son livre The Invisible Religion. The Invisible Religion. Livre extrêmement connu en sociologie des religions. Selon Luckmann, l'erreur de la théorie de la sécularisation est fondée sur une définition trop étroite de la religion. C'est pourquoi il avance
l'argument selon lequel les théoriciens du processus de modernisation ne peuvent que constater une disparition. Ils seraient aveugles face aux formes religieuses qui remplacent les formes anciennes. Donc ils ont mal défini, donc ils ne voient pas ce qui est nouveau. Pour clarifier ça, donc, par exemple, si les historiens avaient défini le concept d'organisation politique de manière trop étroite en tant que royauté, qu'est-ce qu'ils verraient? Ils verraient que l'organisation politique est en décroissance, parce qu'il y a de moins en moins de royauté. Quelle est l'erreur? Ils n'auraient pas vu qu'il y a quand même des démocraties qui arrivent, qu'il y a des totalitarismes qui arrivent. Ils n'auraient pas vu toutes ces choses-là et ils auraient donc fait une erreur. Même chose ici avec la définition de religion. En réalité, poursuit Luckmann, nous n'aurions pas affaire à un déclin, mais bel et bien à une transformation de la religion et la religiosité dans les sociétés modernes. Certes, les églises traditionnelles s'effondrent, mais cette forme serait remplacée, selon Luckmann, par de nouvelles formes de spiritualité individualisée et librement choisies. Or, la nature exacte de ces nouvelles formes de spiritualité n'est pas clairement analysée par Luckmann. Donc il ne nous dit pas clairement quelles sont ces nouvelles formes. Il mentionne les pages de conseils des magazines, la pensée positive ou encore la musique pop. Quelle est alors la définition que Luckmann utilise pour définir la religion? Eh bien, il dit, quand on lit le livre, il dit que c'est tout ce qui donne un sens à l'être humain. Est religieux tout ce qui donne un sens à l'être humain. Vous voyez le problème de ça? Ou peut-être vous voyez déjà le problème. Donc le problème de cette critique est qu'elle rend la question de la sécularisation intestable, invérifiable. La définition de la religion qu'utilise Luckmann veut qu'est religieux tout ce qui donne du sens. Eh bien, alors tout est religieux. Tout ce que nous faisons nous donne un certain sens, mais si tout est religieux, alors on ne pourra pas voir une croissance ou une décroissance. Tout est religieux. Donc les critiques ont assez rapidement vu que cette critique de Luckmann n'était pas très forte. Une seconde critique prétend également que la définition de la religion et de la théorie de la sécularisation est trop étroite. Encore une fois, on pense qu'en raison d'une définition sous-optimale, les chercheurs ne saisissent que le déclin et non le renouveau. Ce qui est différent ici, cependant, c'est l'endroit présumé où le renouveau se manifeste. Selon Paul Heelas et Linda Woodhead, dans leur livre « The Spiritual Revolution », très bien connu ce livre, le christianisme traditionnel est certes en déclin, mais il est remplacé par une gamme en plein essor. Qu'est-ce qui est en essor? C'est le channeling. Channeling, c'est quand une entité morte ou autre parle à travers la personne. Channeling. Le channeling, le yoga, la méditation, le reiki, la guérison avec des plantes et des pierres, les croyances aux anges, la renaissance, l'astrologie, et j'en passe. Toutes ces choses-là, spiritualité alternative, ésotérique, c'est ça ce qui est en croissance. La recherche empirique a démontré qu'il est vrai qu'à partir des années 1970, une spiritualité alternative ou holistique a eu un certain succès dans les pays fortement modernisés. En témoignent les fréquentes foires ésotériques, le succès d'auteurs de textes ésotériques comme Erich von Däniken, Eckhart Tolle, Carlos Castaneda, Fritjof Capra, l'expansion de pratiques comme le bouddhisme zen, le yoga, le wicca. En revanche, quand on quantifie le phénomène à l'aide de sondages représentatifs, on s'aperçoit que la spiritualité alternative ne connaît pas de croissance ces dernières décennies et ne permet en aucun cas de contrebalancer les pertes de la religiosité chrétienne. La spiritualité alternative, en d'autres mots, ne freine pas la sécularisation de nos sociétés. Il n'y a pas de révolution spirituelle.
nous, en Suisse, dans notre livre « La religion et spiritualité à l'ère de l'ego », nous le démontrons pour la Suisse, mais je pourrais donner plein de livres ou de textes qui le démontrent dans différents pays. Donc, ça, je dirais que ça ne marche pas, cette critique. Troisième critique a été formulée par Grace Davy et rendue célèbre par le slogan « Croire sans appartenir, believing without belonging ». Selon elle, dès qu'on distingue le croire de l'appartenance, on s'aperçoit immédiatement que si les gens commencent à quitter les églises et leur appartenance officielle, on voit qu'ils gardent quand même leur croyance. Encore une fois, c'est donc pas un déclin, mais un changement de la religiosité qu'on voit. La formule « believing without belonging » a eu un succès fulgurant, mais force est de constater que l'hypothèse que les personnes qui se désaffilient continuent de croire ne se vérifie pas. Et ce qu'on voit, c'est plutôt un « neither believing nor belonging ». Les gens qui se désaffilient, on le voit bien, croient aussi moins. Ça ne veut pas dire que toute personne qui se désaffilie ne croit plus, mais sur le niveau agrégé, on voit que les deux choses ensemble sont en décroissance. Une quatrième critique a été amenée par des sociologues Rodney Stark et Lawrence Iannacone. Ça, c'est des Américains maintenant, et proches de l'économie, des économistes. Ils ont créé une théorie du marché religieux. Selon ces chercheurs, la théorie de la sécularisation devrait être enterrée tellement elle est morte. Ainsi, un des articles fameux de Rodney Stark s'appelle « Secularization RIP, Rest in Peace ». Stark argumente que la théorie de la sécularisation est fausse pour plusieurs raisons. La première, elle suppose que le passé a été fortement religieux, qu'il y aurait eu un « age of faith ». Or, selon Stark, un tel « age of faith » n'a jamais existé dans les faits. En revanche, ce qui a toujours existé selon lui est un marché religieux plus ou moins fortement régulé. En plus, selon aussi bien Stark et Iannacone, les êtres humains ont un besoin inné d'être religieux. Ça ne peut donc pas changer. Les différences de religiosité entre les différents pays s'expliquent, selon eux, par l'offre et la régulation du marché religieux. Ainsi, les pays européens seraient moins religieux que les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, ce serait régulé. Il y a des églises reconnues par l'État. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis sont plus religieuses. Le marché est libéré aux États-Unis. Les écrits de Stark, Iannacone et d'autres ont fait beaucoup de bruit, ont réussi à faire croire à beaucoup de collègues qu'un nouveau paradigme était arrivé, mais le sentiment d'importance de ces chercheurs était inversement proportionnel à la vérité de leurs propos. La plupart de ces idées se sont avérées empiriquement fausses. Le passé en Europe et aux États-Unis a été beaucoup plus religieux que le présent. Les êtres humains ne semblent pas avoir un besoin inné de religieux. Et ce n'est pas principalement la régulation qui influence le niveau de religiosité des pays. Cinquième et avant-dernière critique. Suite aux écrits de David Martin et exposés par Monika Wohlrab-Zar et Marianne Borchardt, il y a des chercheurs qui argumentent qu'il peut certes y avoir une sécularisation dans différents pays et régions du monde, mais que la manière de cette sécularisation peut être très différente selon les contextes. Il n'existerait donc pas un processus, mais une grande complexité de processus. Donc, Wohlrab-Zar et Borchardt écrivent « Alors que les tentatives antérieures visaient encore à développer des théories générales, de la sécularisation, incluant les déviations à partir du modèle général, des approches plus récentes tendent à souligner la spécificité des évolutions de l'Europe occidentale par rapport à celles du reste du monde, voire parfois leur incomparabilité. Donc, on ne veut plus dire qu'il y a une chose, une sécularisation partout, mais il y a différentes sécularisations
selon les régions, selon les continents, qui sont tellement différentes qu'il est difficile de voir encore la chose similaire. Peut-être que c'est même incomparable. Ça doit être vrai jusqu'à un certain point. Donc il doit être vrai que les choses sont un peu différentes dans différentes régions. La question c'est, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est similaire ? Qu'est-ce qui fait qu'on veut encore garder le terme sécularisation dans ce cas-là ? Une sixième et dernière critique a été présentée par Peter Berger, Grace Davy et Effie Focas dans leur livre bien connu Religious America, Secular Europe. Nous avons commencé notre cours aujourd'hui en parlant de ce livre et nous y revenons maintenant. Dans cette critique, les auteurs ne contestent pas tant la définition ou les dimensions de la religion, mais contestent plutôt sa généralisation géographique. D'accord, disent ces auteurs, la sécularisation se produit en Europe. Ok. Mais l'Europe est une exception. Partout ailleurs dans le monde, la religion est vivante et active. Et l'Europe, où la modernisation semble effectivement conduire à la sécularisation, n'est en aucun cas un modèle pour le reste du monde. Ce qui se passe en Europe reste en Europe. Une nouvelle version de cette théorie a été formulée par Tobias Müller et François Gauthier qui affirment que l'Europe ne doit pas être considérée comme un modèle possible de ce qui se passe dans le reste du monde, car cela serait eurocentrique. Déjà utiliser les termes de religion, sécularisation, modernité, qui ont été créés dans un contexte de l'Ouest pour décrire les contextes non-Ouest, serait répréhensible puisqu'on appliquerait des modèles qui ne seraient pas applicables. Donc, Müller écrit « La nature paroissiale d'une grande partie de la théorie de la sécularisation est souvent implicitement ou explicitement justifiée par des variations de récits modernistes de rattrapage qui voient les pays non occidentés comme historiquement en retard. Cela devient le plus évident dans le modèle de transition laïque ou séculière. Le mouvement de décolonisation des sciences sociales cherche donc, ça c'est leur mouvement, ils veulent décoloniser les sciences sociales. Le mouvement de décolonisation des sciences sociales cherche à découvrir à la fois les généalogies de ces conceptions hégémoniques, du progrès qui se définissent au fur et à mesure contre une temporalité prémoderne, celle du non-Occident, et les manières dont celles-ci reproduisent l'Europe et les États-Unis comme principaux lieux de théorisation sociale. Donc on critique beaucoup là, on critique déjà tous les termes dans notre question et on dit tout ça c'est à la suite des colonisations. Nous sommes une théorie post-coloniale et donc nous sommes contre ces conceptions-là. À mon avis, le souci de ne pas être eurocentrique est important. Mais j'insiste sur le fait, et je redis ce que j'ai dit au début de la leçon, que les questions scientifiques ne doivent pas être résolues par l'idéologie, mais par des preuves empiriques. Nous ne devons pas croire que certaines théories sont vraies ou fausses parce qu'elles sonnent plus ou moins conservatrices, plus ou moins politiquement correctes, plus ou moins décolonisées. En revanche, nous devons faire confiance en nos théories si elles résistent à des tests empiriques. Par exemple, si le récit moderniste de rattrapage ici, les récits modernistes de rattrapage, ce qui veut dire que certains pays font la sécularisation avant d'autres pays qui la font plus tard. Si c'est le cas ou non, ça c'est pour moi une question empirique. On peut regarder si c'est le cas. Et si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, c'est faux. C'est cette sixième critique représentée par Berger, Davy, Focas, Gauthier et Müller que nous allons regarder de plus près dans ce cours, ce qui m'amène à la conclusion. Notre question centrale est combien de preuves empiriques y a-t-il pour l'affirmation selon laquelle la sécularisation européenne est exceptionnelle ? Et pour aborder cette question, nous nous sommes penchés aujourd'hui sur ce que la théorie orthodoxe de la sécularisation dit. Nous avons défini les termes importants dans cette question. Nous avons regardé ce qu'on entend par sécularisation, religion, modernité. Et nous avons regardé les principaux contre-théories critiques de ces théories-là.
La pertinence de la théorie se verra cependant seulement en examinant les preuves empiriques. Mais ce sera là le sujet des 3 prochaines leçons. Je vous remercie pour votre attention et je suis très... oui, si vous avez des questions, j'aimerais bien les apprendre.